Orlando Lopez qui va vous présenter sa conférence au bout de 4 semaines de travail. Éreintant, désobéir, et moi, comment ne pas en faire l'économie. Bonne conférence. Attendez de voir la suite. Bonjour à tous. Bonjour. On va terminer et commencer par un poème de Sofia, la grande Sofia, grande poétesse portugaise, traduit par Orlando, moi-même. Voici l'eau que j'espérais, le jour initial entier et limpide, où nous émergeâmes de la nuit et du silence, et libres habitâmes la substance du temps. Et ça rigole pas. Alors, je suis là pour parler de moi, parce qu'on a beaucoup insisté pour que je parle de moi, parce que c'est pas mon truc. Donc moi, présent, en ce moment, j'ai 56 ans, même si j'en parlais beaucoup moins. Parce que dans la tête, j'ai 27 ans, j'ai toujours eu 27 ans, même quand j'avais pas encore 27 ans. Donc je suis né en 1967. Alors en ce moment, rapidement, je travaille dans une des tours de la Défense, dans une grande internationale de l'assurance. Je m'occupe de trucs un peu chiants, du style calculer des coms, les payer, les contrôler, les machins. Voilà, je fais ça toute la journée, c'est génial. Mais par contre, alors pourquoi je fais pas de burn-out? Oui, burn-out, c'est comme ça qu'on dit en portugais burn-out. Eh ben, quand j'en ai pas fait, c'est parce que, en fait, j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. J'ai des amitiés, voilà. Et puis maintenant, ma chef, c'est une petite jeune. En plus, c'est moi qui l'ai formée, donc c'est cool. 1967. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1967? Bon, déjà, je suis né. Ensuite, il y a la contraception qui arrive en France. Les femmes ont le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari. Cool, hein? Et alors, moins drôle, le Tché, il meurt. C'est la mort du Tché. Et donc, je suis né dans un petit village à côté d'une petite ville, pas très loin de l'océan, au Portugal. Arrête de rigoler, Thierry. Il y a 3 injonctions qu'on va m'inculquer dans les 5 premières années de ma vie. J'ai dit les 5 premières années de ma vie parce qu'en 72, je vais émigrer en France. 5 premières années de ma vie, donc on m'inculque ça vraiment profondément dans la tête. La première des choses, c'est l'injonction qui est liée à mon prénom. Je m'appelle Orlando, et à l'époque, on donnait ce prénom à, on va dire, des grands bourgeois cultivés. Je ne suis pas du tout né dans un milieu grand bourgeois cultivé. Du tout. Mes 2 grands-parents, mes grands-parents en général, mes grands-mères aussi, c'était des paysans. Et mes parents à moi, ils vont émigrer, ils vont devenir ouvriers. Et pour ce qui est de ma mère, concierge, femme de ménage, voilà. Donc, on va m'inculquer qu'il faut que je m'élève dans les classes sociales, vers les hauteurs. Très bien, première chose. Deuxième chose, quelque chose qui, pour l'expliquer, il faudrait que je raconte toute l'histoire du Portugal. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est pas le lieu pour le faire. Résumé en une phrase, ça donne obéir ou désobéir, mais ne jamais être esclave, plutôt mourir.
qu'être un esclave. Ça se dit escravo en portugais. Ma mère, quand elle était vraiment énervée, contre moi généralement, parce que mon frère va naître 10 ans plus tard, donc c'est d'abord moi qui ai pris. Eu não sou a tua escrava. Je ne suis pas ton esclave. Là, c'est vraiment, il fallait que j'arrête. Hein. Et troisième chose, alors la troisième chose va vous étonner, la troisième injonction, c'est un truc un peu spécial. Tu aimeras avec passion, mon fils. Tomber amoureux, c'est cool. Beaucoup d'emmerdements, ça. Beaucoup d'emmerdements. Oui. Ouais. Ça touche ton cou. Ah. Donc ça doit faire des bruits dans l'enregistrement. Bah, laisse l'autre aussi, du coup. L'autre, il touche pas. Ah, mais il est trop crack. Il faudrait interdire les t-shirts en fait, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Vous allez me dire d'aller une chemise, j'en ai plein des chemises, je les mets jamais. T'as des chemises? Incroyable. Tu vas pas comme ça à la Défense? Si. Alors depuis le Covid, on a le droit. Oui, non, mais c'est fini. Même le grand PDG à New York, il met pas de cravate. Oui. 1968, rien. Elle est bonne, hein. 1969, alors Man on the Moon, les Américains font les osios là-haut. Alors il se passe un truc dans mon village, quelqu'un achète la première radio du village. Et on écoute ça à la radio. Pour vous dire que, si vous voulez, c'est pas l'abondance au Portugal. En plus, tout le maigre pognon qu'on a, mais il part pour les soldats, pour le matériel, tout, pour faire la guerre en Afrique. Parce qu'on est en guerre avec nos colonies. Donc super, c'est pas la super ambiance. Et d'ailleurs, mon père, en 69, il revient d'Angola, où il était allé faire la guerre, et il était parti en 67, au moment de ma naissance. Donc super cool. Et après, en 70, il va repartir, justement, en 70, il repart, et il part où? En France. Il signe un contrat, il part en France. Mais sans nom. 1971. 1971, alors il se passe un truc marrant. Les Américains, ils décident de se réconcilier avec les Chinois. Alors il y a un voyage en février, il fait très froid. T'as Nixon et Kissinger qui débarquent à Pékin. Et dans l'avion, il y avait un monsieur, le PDG de AIG. AIG, on en reparlera. Et aussi en 71, un peu plus tard, il y a Nixon, il prend une décision, un truc de dingue. Il décide de décorréler le dollar de l'or. On ne peut plus convertir le dollar en or. Alors, à l'époque, les hauts experts économistes, les plus forts, les plus balèzes, ils ont fait tous le même commentaire. Je regarde là, parce que c'est très précis, hein, c'est « Oh, le con ». Ça va? 1972, rapport Meadows, où on nous apprend que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Ça fait longtemps qu'ils le savent, donc. Ok. 1973, le prix du pétrole est multiplié par 4. Okay. 1974, alors là, on va s'arrêter un peu. Parce qu'il se passe un truc au Portugal.
c'est que les jeunes hommes qu'on a envoyés dans les pays africains faire la guerre, ils en ont ras la casquette, ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut que ça s'arrête, c'est insupportable. Et parmi eux, il y a mon père, dont j'ai déjà parlé, et il y a ce monsieur. Je vous épargne le prénom, le nom de famille, on a des noms à rallonge. Moi encore, c'est court. Moi, c'est Orlando Mathias Lopez, ça va vite. Mathias, c'est le matronyme, le nom de ma mère. Monsieur Maya. Monsieur Maya, il a 30 ans en 74. Pas encore tout à fait. Il est capitaine. Il n'est pas simple soldat comme mon père. Et comme ça fait plusieurs fois qu'il va en Afrique, il a rencontré beaucoup de ses collègues, ils se sont mis d'accord, on va arrêter ça. Et il ne faut pas croire que c'est que au niveau des sous-officiers comme lui que ça se trame. Non, non, c'est jusqu'en haut, jusque même tout en haut, le plus haut gradé. Mais évidemment, c'est les sous-fifres qui vont agir. Et lui, il a fait une promesse à ses camarades et a dit, si tout le monde y va, moi j'y vais. Et j'y vais vraiment à fond pour faire la révolution. Et ça s'est passé le 25 avril. Ça a commencé par une chanson. Comme en France, ça commence par une chanson. C'était la chanson de l'Eurovision 1974. Et le signal que ça donnait, c'est « Tenez-vous prêts, c'est peut-être pour cette nuit ». Et 1974, pour la référence, c'est l'année où ABBA gagne avec « Guadeloupe, nanana ». Voilà. Voilà. Ouais. Mais il y avait un deuxième signal à donner pour dire c'est parti, on y va, c'est pour cette nuit. Et ce signal, c'est une chanson interdite qui passe dans la même radio. Donc la première, c'était un peu avant 23h et la deuxième, c'est un peu avant 2h du mat. Et comme c'est une chanson interdite, le message est clair. En plus, le texte de la chanson est encore plus clair. Il y a un vers une phrase dans la chanson qui dit « c'est le peuple qui est souverain ». Donc là, le message est tout à fait clair. Et donc, ce monsieur, il entend la première chanson et il se dit je ne vais pas dormir de la nuit parce que je vais attendre le deuxième message. Et là, il entend le deuxième message. Première chose qu'il fait, bon, si on avait le temps, je vous poserais la question et imaginez la première chose qu'il fait quand il entend le deuxième message. Il va au mess des officiers, il les met tous en tôle. Déterre. Mais vous allez voir, c'est rien à côté de ce qu'il va faire après. Bon, déjà, première chose, il réunit tout le monde dans la caserne, dans la grande place d'armes. C'est une école de cavalerie. Donc il y a des blindés, des trucs comme ça, de l'artillerie comme il faut, etc. Donc c'est très grand. Il réunit tout le monde. D'abord il dit les soldats qui ne veulent pas nous suivre, ils restent, mais ils ont interdiction de sortir de la caserne. Et les autres, je leur dis simplement ceci. Il y a les États communistes, il y a les États capitalistes et il y a l'État lamentable auquel on est arrivé. Et on va aller à Lisbonne et on va en finir avec l'État lamentable auquel on est arrivé. Tout le monde embarque et puis ça, je vous le fais vite, parce qu'avant je le faisais plus long, c'était chiant. En plus, elles le savent, hein, tu vois. Fissa, elles ont... alors, il y a moins d'une centaine de kilomètres, mais les routes à l'époque, c'était pas terrible, et puis les blindés, ça avance pas vite. C'est des vieux blindés, parce que la meilleure cam, elle est en Afrique. Hein.
Donc voilà, ils se pressent parce qu'il faut qu'ils arrivent. Si jamais il y a l'information comme quoi il y a une révolte militaire, les autres ils vont réagir. En tout cas, ils vont envoyer des ordres. Et ils ne savent pas qui va se soulever. Alors évidemment, il y a des promesses qui se sont échangées, mais il y a des gens qui vont effectivement se soulever, d'autres non. Et d'ailleurs, ceux qui devaient s'occuper de la police politique et des prisonniers qui étaient enfermés là-bas, eh ben, ils n'iront pas. Donc les prisonniers seront libérés que le lendemain, le 26. Donc voilà, donc il faut arriver absolument le plus rapidement possible. Et au petit matin, il commence à rentrer dans les rues de Lisbonne. Et là, lui, il est derrière, il est dans sa Jeep. Si jamais il y a un blindé qui tombe en panne et tout, il peut aider. Donc il est avec une Jeep à l'arrière. Et là, la colonne, poum, elle s'arrête. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il se ramène, il va devant la colonne. Hé toi, c'est toi qui es en tête, je t'ai dit on y va jusqu'à la place du commerce, on s'arrête pas avant et tout. T'as vraiment l'impression qu'on est discret là? Il lui montre la colonne de blindés. Et puis quoi, bordel? T'as déjà vu une révolution qui s'arrête au feu rouge, toi? Donc ils avancent. Ah, ils arrivent. Alors la place du commerce, c'est au plein centre de Lisbonne. Il y a le Tage en face, magnifique. Il y a une grande statue en plein milieu. C'est l'ancien quartier des affaires et il y a tous les ministères autour. Donc ils verrouillent tous les ministères. Là déjà, ils ont gagné une bonne partie du truc. En tout cas, lui, il a rempli son objectif. Mais, alors les militaires révoltés, ils ont un centre de commandement qui est secret. Même Maya ne sait pas où il est. En fait, il est à côté de l'aéroport. Donc, il contrôle les communications, il voit ce qui est pris, ce qui n'est pas pris, etc. Bref. Et ils annoncent à Maya que, voilà, alors un truc marrant, les Français vont adorer celui qui commande, parce qu'il faut bien un qui commande, même s'ils ont le même grade à peu près. Il se prénomme Othello. Les Français vont adorer Othello parce que Shakespeare, tout ça. Mais bon, il s'appelait juste Othello, quoi. Et son nom de code, c'est Oscar, parce qu'ils avaient tous des noms de code. Et donc Oscar, il appelle et dit: Hey Maya, ça va chauffer pour ta pomme. Il y a 2 colonnes de chars, mais là, c'est pas des blindés, hein, c'est des chars avec des chenilles et tout, le truc bien mastoc. Il y a 2 colonnes de chars qui arrivent, une côté étage, une rue de l'Arsenal, c'est-à-dire plus intérieure. Et la première, côté étage, c'est celle qui va arriver le premier. En plus, tu as un navire au large qui fait des ronds, on ne sait pas ce qu'ils font. Putain, il faudrait que tu te récupères les chars pour pouvoir tourner les tourelles vers eux. Et si jamais ils tirent, au moins tu peux riposter, quoi. Ils s'amènent comme ça, devant la première colonne de chars, celle à côté du Tage. Vous voyez le chinois place Tiananmen, pareil, sauf que là c'est un militaire. Genre on ne passe pas. Et là il y a le gars qui sort de sa tourelle, celui qui commande la file. Il fait, il dit à Maya: vous êtes déjà là? Maya fait ouais. Et t'as 2 solutions. Soit tu viens avec nous, soit je t'enferme dans un blindé. Ok, ben je suis prisonnier alors. Et hop, tout de suite, ça veut dire automatiquement, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est personne ne va tirer. C'est que de la psychologie. Il faut un courage inouï, parce qu'il faut vaincre l'autre psychologiquement. Donc les tourelles se virent vers le large, le gars est enfermé, machin. Alors ce qui se passe, c'est que dans le navire, il y a une mutinerie, mais il ne le sait pas. Donc dans le navire aussi, ça se soulève. Alors, premier problème résolu. Deuxième problème, la deuxième colonne de chars. Là, c'est encore plus chaud. Comme disent les Espagnols, caliente, mais caliente sérieusement. Parce qu'il y a un brigadier qui commande la colonne de chars, c'est-à-dire un général 2 étoiles. Bon, avec lui, tu négocies pas trop. Donc, Maya fait pareil devant
mais devant le char. C'est simple, le brigadier donne l'ordre de tirer. Le premier char, il y a une mitrailleuse, donne l'ordre de tirer. Il ne se passe rien. Le soldat quitte son poste, refuse d'obéir. Après, alors, je l'ai un peu modifié celle-là, parce que je crois que c'est plus près de la vérité. Le brigadier sort un pistolet, parce qu'il avait un pistolet à sa ceinture, il sort un pistolet, il le vise, il s'arrête une seconde, il la remet, et très énervé, il s'amène vers lui, il le gifle comme ça, et il se retourne et il se barre. Et là, une scène incroyable, les gens des chars, ces blindés qui commandaient, tout le peuple de Lisbonne qui commençait à sortir, tout le monde l'applaudit, il a un sourire jusque-là, la révolution a gagné à ce moment-là. Oscar appelle à la radio. Écoute Maya, on t'en a beaucoup demandé, mais là, c'est toi le plus près, je suis désolé, c'est toi qui fais tout. Mais il faut grimper là-haut sur la colline. Figure-toi qu'il y a le successeur du dictateur, c'est plus Salazar, il est mort en 70. D'ailleurs, j'ai oublié de faire une blague tout à l'heure. Oui, parce que 1970, il y a Salazar qui meurt, il y a De Gaulle qui meurt, rien à voir. Bien, désolé. Et donc il monte sur la colline. Donc c'est une place. Alors c'est le détail croustillant. Il s'est réfugié dans le QG de l'équivalent de la gendarmerie, et c'est aussi l'ancien couvent des Carmélites. Parce que figurez-vous que la République, quand s'est installée au Portugal en 1910, ils ont fermé toutes les institutions. C'était des anticléricaux à mort. C'est ça qui explique le phénomène de Fatima, l'apparition de la Vierge, etc. C'est parce qu'ils étaient anticléricaux à mort, et donc c'est une réaction d'Église par rapport à cette histoire-là. Ils ont fermé, mais il y a aujourd'hui, encore aujourd'hui, et malgré l'époque de Salazar, il n'y a plus aucun couvent, plus aucun monastère au Portugal, plus rien. Par exemple, la police de Porto, elle est chez les Carmélites. Voilà, truc marrant. Donc voilà, je vous le fais vite. Il donne un coup de mitrailleuse sur la façade pour donner le ton. Le gars finit par se rendre. Bon, il exige qu'on fasse venir un général. Ouais, on lui fait plaisir. Et il rend le pouvoir. Et c'est ce moment-là, au moment où il a fini sa mission, où l'énergie, l'émotion retombe. C'est le moment où est faite cette photo. Le peuple de Lisbonne, la radio avait interdit que ça arrive, que les gens sortent de chez eux. Qu'ont fait les gens, ils sont tous sortis de chez eux, la plus grosse manif de l'histoire. Et quand il est monté sur la colline, il était porté, les gens montaient sur les blindés, enfin, quelque chose d'incroyable. Et il dira lui-même, l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, après ça, je peux mourir. C'est tellement intense, tellement fort, et c'est quelque part la détresse qu'il y a dans ses yeux, c'est ça. Je fais quoi maintenant? Je sers à quoi? Et Maya, c'est quelqu'un, et c'est ce que raconte le poème de la fin, que je vous dirai en portugais, c'est quelqu'un qui ne bénéficiera pas de la Révolution. Tous ceux qui l'ont faite, à part lui, malgré les conneries qu'ils ont fait par la suite, ils ont eu des très bonnes retraites, des honneurs incroyables, lui aussi, mais ils s'en foutent. On lui donne toutes les médailles possibles et imaginables. On veut le monter en grade, il s'en fout, il dit je veux ma retraite, c'est tout. Et je veux m'occuper de ma famille. En plus, il a respecté, il y a quand même des gens, il va arrêter personne. Le gars qu'il a arrêté, place du commerce, juste le soir même, il était libre. Il
il a usé d'aucune violence. Donc il a respecté les vaincus. Il n'a voulu aucun honneur alors qu'il avait tout donné. Il a... Bref, on va le considérer comme un héros, et c'est ce qu'il est. Mais c'est un héros tragique, parce que faut voir que ce gars-là, avant 30 ans, il était allé plusieurs fois en Afrique, il a fait des choses pas très jolies, c'était une putain de machine de guerre. Alors quand on est un psychopathe, bon, ça vous fait rien, au contraire, ça vous fait plaisir. Mais lui, c'était un humain, et ça l'a peut-être sans doute rongé de l'intérieur, et il est mort d'un cancer en 1992. Et donc, vu ce qu'il représente et qui il est, il va être récupéré par absolument tout le monde. Alors déjà, parce que plus personne ne voulait être de gauche après 1974, au Portugal, hein, bien sûr. J'ai dit gauche? Oui. De droite. Et puis ensuite, parce que, en fait, ses idées politiques étaient relativement limitées. Hein. Il avait juste donné sa parole. Il avait juste décidé de désobéir. Pour un militaire, c'est quelque chose. Alors, après avril 74, non, je ne tourne pas encore la page. Après avril 74, les militaires vont garder le pouvoir pendant 5 jours, jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, grande manif, premier 1er mai férié au Portugal. Une manif encore plus grosse que le 25. Il y a tous les politiques, les chefs de parti qui rentrent d'exil, et ils vont former un gouvernement provisoire. Il y en aura 8 en 2 ans, le temps qu'il y ait une assemblée constituante qui soit formée. Une fois l'assemblée constituante formée, donc un vote, on vote pour élire une assemblée, ils écrivent une constitution. Et en 1976, premières élections avec la nouvelle constitution, ce sera la 3e République pour le Portugal. Et à partir de là, fonctionnement démocratie bourgeoise classique, avec quand même oui, ce que j'allais dire, mais j'allais dire plus tard. Donc 74, j'ai dit 75, 76, donc une installation de la démocratie parlementaire. Oui, puisque je vous en parlerai après de ce qu'a apporté la Révolution, de tout ce qu'a apporté la Révolution. 1967, naissance de mon frère. C'est important. Et Star Wars aussi. 1978, on s'en fout, pas le temps. 1979, le prix du pétrole est multiplié par 3. 1980, le début d'une décennie merdique. 1980, ah ben alors, Reagan, Mitterrand, tout ça. Ouais. 1982, je suis tombé de vélo. 1983. Ça fait 40 ans, le tournant de la rigueur. Ça fait 40 ans que j'ai mal à ma gauche. 1984, ah c'est au niveau cinématique, c'est pas mal. Bon.
on n'a pas trop le temps. 1985. 1985, c'est l'année où j'aurais dû avoir le bac. Je l'ai eu en 1986. Oui, j'ai eu le bac, j'ai fait collège, lycée. Alors j'étais dans les beaux quartiers de Paris. Et mes parents ont toujours voulu que je continue à faire du portugais, à apprendre le portugais. Donc même en primaire, j'ai eu quelques cours. Et il me fallait un collège-lycée parisien qui fasse le portugais dès la 6e. Il y en avait 2 à Paris à l'époque. Il y avait Montaigne, qui est dans le centre de Paris, pas les mêmes beaux quartiers, les beaux quartiers aussi, et Molière, qui est au cœur du 16e, qui est dans les super beaux quartiers de Paris. Donc pendant 7-8 ans, 8 ans en fait, parce que je vais redoubler ma première, je vais côtoyer la bourgeoisie parisienne. Et je vais en acquérir certains codes. Et à l'heure de choisir quelles études supérieures je vais faire, eh bien je me rappelle que le dictateur de mon pays d'origine, Salazar, il était professeur d'économie. Donc il devait y avoir un truc qui ne fonctionnait pas dans sa théorie. Puisque, bon, par rapport à la France, le Portugal était pauvre et tout. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et pour moi, l'économie, ça va... Alors, j'y connaissais rien en 87, mais l'économie, dans ma tête, c'est comment les sociétés s'organisent, l'État s'organise. Oui, puisque au départ, quand l'économie a été inventée, ça s'appelait économie politique. Tout est politique dans l'économie. Donc il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. On peut essayer des choses. On décide en fait. Et ça, pour moi, ça a toujours été ça, même avant de savoir ce que c'est. Parce que ça. Et c'est pour ça que je choisis cette voie-là. Et j'arrive à la fac d'économie de Nanterre. Alors Nanterre, on est 21 ans après mai 68. C'est un peu spécial, il y a beaucoup de gauchos. J'apprends à ce moment-là ce que c'est que d'être gauchiste d'ailleurs. Les différentes tendances, les machins, les trucs. Mais parce que je m'y intéresse. Parce que mes camarades d'éco... alors le seul département où il n'y a pas de gauchistes, c'est économie. D'ailleurs, à tel point, on a le Figaro, avec les pages saumon, gratos. Ouais. Une fois par semaine, je crois, mais quand même, gratos. Je crois même plus qu'une fois par semaine. Alors moi, déjà révolutionnaire, attention, hein. Moi, j'achetais, à la sortie du RER, j'achetais Le Monde. Attention, hein. Alors, inutile de vous dire que Le Monde, dans les années 90, il m'est tombé des mains. Je trouvais qu'il salissait et tout. J'ai arrêté, sauf Le Monde diplomatique. J'ai jamais renié mon abonnement au Monde diplomatique. Et 1987, figurez-vous, première crise financière depuis 1945. Ouais, parce que au début des années 80, Reagan, Thatcher, Mitterrand, Fabius, ils ont dérégulé la finance. Maintenant, les États, c'est super, ils vont pouvoir se financer à pas cher sur le marché financier. C'est cool. Et les économistes de Nanterre, ceux qui nous faisaient cours, ils appelaient ça une économie de marché. Et moi, je croyais que la France, elle n'avait jamais quitté l'économie de marché. Hein.
Ben, il faut croire que si. Mais on l'a retrouvé dans les années 80. On était contents. Très bien. Et 1988, Mitterrand. 1989, un bicentenaire, un mur qui tombe, on s'éclate. 1990, la Première Guerre du Golfe. 1991, ah 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 ah. Je sais pas. 1992, en France, on vote pour ou contre le traité de Maastricht. Il paraît que ça se prononce Maastricht, mais les gens de droite appelaient ça Maastricht, parce que c'est strict, disons. Bref, c'était voilà. Alors c'est le truc qui a mis en place l'euro. Ouais. Ça a été décidé à ce moment-là, il y a eu un référendum en France, ça se faisait encore à l'époque. Et le oui l'a gagné de justesse, même pas 51%. Ouais, c'était chaud. Alors, j'étais pas encore français, donc j'ai pas voté, mais j'aurais voté oui. Parce que l'Europe, je suis portugais, voilà. En gros, c'était ça. Mais pour ce qui est des idées qu'il y avait dedans, alors, contrairement à l'autre traité plus tard, je ne l'avais pas lu, il faut dire, je ne l'avais pas lu. Donc, j'aurais voté oui sans savoir. Mais bon, ça me disait, avoir l'escudo, mes parents, quand ils envoyaient de l'argent là-bas au pays, le taux d'intérêt, c'était pas avantageux, enfin, voilà. Donc, voilà. 1993, alors on va s'arrêter un tout petit peu sur 1993 parce que c'est pas l'élection c'est en 92, mais en janvier 93, Clinton est président des États-Unis. Et Clinton, en dehors des trucs que vous devez connaître, bon, les trucs qu'il faisait dans la maison, dans le salon oval, tout ça, bref. C'est pas le sujet. Il a dérégulé, il a fini de déréguler la finance et en particulier les banques. Il faut savoir qu'aux États-Unis, jusque dans les années 80 et depuis les années 30, suite à la crise financière de 29, les banques étaient strictement réglementées. Elles ne pouvaient fonctionner que dans un État. Il ne pouvait pas y avoir une banque pour tous les États-Unis, c'était un État. L'État de New York, les plus puissants, c'était l'État de New York, c'est l'État le plus riche, le plus peuplé. Pas les autres États. Il y avait aussi la séparation entre banque d'affaires et banque de dépôt. Il y avait plein de choses comme ça. Tout ça viré. Vous allez me dire pourquoi Clinton, il est de gauche, c'est un démocrate. Ouais, mais ils avaient financé sa campagne électorale. 1994. Ah oui. Faut que j'arrête de parler de politique, de machin et tout, c'est là. J'ai un petit peu parlé de moi, mais pas beaucoup quand même, j'ai zappé beaucoup de trucs. Bon, 1994, je tombe amoureux. Comme à peu près tous les 2 ans, mais amoureux vraiment. Mais plus particulièrement les années en 5. Alors là, c'est pas une année en 5. Oui, 75, 85. Il faut que j'en parle un peu de 85. Alors pas 95 justement, donc c'était en 94. Parce qu'en 95, c'était la rupture. Donc ça colle quand même, en fait. Donc, la rupture l'année suivante. Donc 2005, ça marche. Et 2015, alors ça marche, mais ça sera pour plus tard. Donc 94, je tombe amoureux.
elle est très amoureuse aussi. Et je passe les plus belles vacances de ma vie, au Portugal évidemment, mais pas avec les parents. Alors je parle quand même de... Bon, je vous parle de toutes, ou presque, enfin les plus importantes. La première c'est pas 75. 75, c'est la première fille que j'embrasse, s'appelle Catherine, voilà. Bon, c'est pas 75, c'est un peu plus tard, mais voilà, je rien de... La première c'est 1967. En fait, ma première copine, j'étais pas encore né. Mais j'en ai déjà parlé, ça. J'étais sûr d'en avoir parlé. En fait, nos deux pères sont partis en Afrique faire la guerre. Et les deux mères, ben, quand il y en a une qui a besoin que son gamin soit gardé, sa gamine, ben, du coup, on a été élevés ensemble. Et alors, quand mes parents vont émigrer en France, tous les ans, je vais lui ramener des cadeaux. Comprenez, je venais de France, c'était prestigieux. Et j'aurai dans ma mémoire toute ma vie. On est tous les deux dans un jardin. J'imagine qu'il y a des parents derrière elle, des parents derrière elle et des parents derrière moi. Et je suis avec mon petit sac avec les cadeaux. Et elle est là, il y a des fleurs, des machins et tout. C'est une image très belle. Et j'ai super honte parce qu'il faut que je lui donne le cadeau. Et parce qu'en fait, je suis tout gamin. J'ai 6-7 ans, mais je suis amoureux en fait. 1985, alors la grande classe, fille d'artiste peintre, la mère tient une galerie d'art bien sûr, pas loin des Champs-Élysées. La première fois je l'invite, c'est pour aller au cinéma, c'est une histoire de joueur d'échecs. Il y avait encore des cinémas un peu cinéma d'art et d'essai, voilà. Elle était franco-japonaise. Elle va me faire visiter son école primaire, dans le 16e, une école privée. Un personnage. Ça n'a pas marché. 1994, alors super amoureux et tout, mais la tragique, hein, puisque la rupture la plus dure de ma vie, certainement, il n'y en aura pas de pire. De toute façon, après, j'ai déprimé, 1995. Je suis obligé d'aller voir une psy. Oui, je voulais une psy, pas un psy. Alors, je vais faire que 6 mois. Mais après, des années plus tard, je vais me rendre compte que c'est pas fini. Et ça va durer, à partir de 2000, encore 5 ans. Donc, j'ai fait ma psychanalyse. T'as dit quel con? Non, j'ai dit ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. 1996. Ça devait être une année chouette. C'est pas passé grand-chose. 1997, Chirac fait une connerie. Il dissout l'Assemblée. 1998. Ouais, on va passer aussi. 1999, mon année au Portugal. Dans les années 90, j'appartiens à une association de jeunes portugais. On s'éclate, on fait venir des stars du rock portugaises que personne ne connaît. Mais c'est pas grave, on loue le Zénith de Paris. 2 fois on l'a fait. Je peux vous dire combien ça coûte en francs. Avec et sans la technique. Ça fait plus que doubler avec la technique. On fait des forums d'emploi, on nous traite d'élitistes. C'est cool. Et donc, l'idée de beaucoup des jeunes de cette association, c'était alors, de retourner
Certains étaient nés en France, donc ils ne retournaient pas. Et moi, c'est retourner au Portugal. Donc je vais réaliser mon rêve. Ça va foirer. Vous avez remarqué que je rate beaucoup de choses. Hein. En fait, je rate tout le temps. 2000, je reviens en France. Je me remets aux études. Ah oui, parce que les études d'économie, j'ai raté aussi. Hein. Enfin bon, j'ai eu mon bug, j'ai failli avoir ma licence. J'aurais dû avoir ma licence, bande d'enfoirés. Mais voilà. Donc, 2000, je reviens en France et tout, c'est motivé, un nouveau siècle, machin truc. J'avais pas encore compris que le nouveau siècle c'était en 2001 seulement. Donc je fais, c'est quand la bulle informatique explose, moi je fais informatique. C'était pas malin. Mais après je me suis repris, 2001 il se passe des trucs, mais bon. Je me suis repris 2002, cette fois-ci, je fais de la gestion. Alors j'ai quand même eu une maîtrise, web designer, informatique. Ouais, classe. Je le dis pas au boulot, ils le savent pas. Donc je me mets à la gestion, là j'ai aussi une maîtrise, mais cette fois-ci c'est pas que reconnu par le ministère du Travail, c'est aussi reconnu par le ministère de l'Éducation, c'est mieux. Et là, c'est plus sérieux et tout, sauf que je galère à trouver du boulot. Je galère, je retourne faire mes intérims dans les banques. C'est ce que je fais depuis... j'ai commencé à bosser en 88. L'essentiel, c'est soit des CDD, soit des intérims dans les banques, un peu dans les assurances. Ça va m'aider d'ailleurs. Donc je continue ça et puis ça galère. D'ailleurs, je fais le passage à l'euro en 2001 en tant que caissier. C'était cool. On avait peur que on mettait toutes les pièces, parce qu'évidemment, les transporteurs, on leur donnait que les billets. Hein. Parce que, il y avait déjà suffisamment de boulot. En plus, à l'époque, ils étaient payés au SMIC. On rendait compte, risquer sa vie pour le SMIC. Donc on gardait toutes les pièces pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Donc ça s'accumulait, les francs. Hein. Et on mettait ça derrière le DAB, là où c'était le plus sécurisé. Derrière le DAB, éviter de les descendre au coffre-fort. Et on avait peur que le sol du DAB s'effondre dans la cave. Tellement c'était lourd. Bref, rigolo. 2004, je galère toujours. 2005. Le traité constitutionnel européen. J'ai adhéré à Attac en 2000, en revenant en France. Autant vous dire que c'est non. Et là, je l'ai lu. Je me suis fait chier à le lire. Ouais. Eh ben, on a gagné le référendum. Mais on ne s'en est pas aperçu. Parce qu'en 2007, en décembre 2007 exactement, il y a un Conseil européen à Lisbonne et on va signer un traité, enfin les États européens vont signer un traité, chefs d'État, qui dit exactement la même chose que le traité constitutionnel européen et qui ne sera jamais ratifié par référendum. Donc on l'a eu quand même. Et en plus, ça s'appelle le traité de Lisbonne. Juste pour vous dire comment ça m'énerve. Mais c'est pas tout. Je trouve enfin un boulot digne de ce nom. Enfin, à peu près. Chez AIG. American International Group. La filiale française, évidemment. Je fais un truc que je ne sais pas faire, comme en ce moment un peu. Je suis embauché au call. Je réponds et j'émets des appels des assurés. J'en chie des ronds de chapeau au début. C'est vraiment pas mon truc, le téléphone. J'ai une très bonne ouïe et les écouteurs, ça me fait mal. Donc vraiment, c'était dur. Mais je me suis accroché parce que j'en avais marre de galérer. Et on me gardait.
Donc j'ai signé un CDI. 2006, donc je suis bien, je suis titularisé, tout ça. 2007, ça commence à sentir le roussi du côté des États-Unis. 2008. Alors il y avait déjà eu, il y a eu des crises financières après 87. En 90, il y en a eu plein. Mais c'était relativement localisé, sauf la bulle Internet, mais la bulle Internet, ça touche Internet. 2008, c'est autre chose. 2008. Il se passe un truc de fou. C'est-à-dire que cette année-là, bon, c'est de l'autre côté. En septembre, il y a une banque qui fait faillite, une très grosse banque d'affaires. Et pour des raisons un peu politiques, les Américains, c'est une banque américaine, new-yorkaise, les Américains ne la soutiennent pas, ne la sauvent pas. Donc elle fait faillite. En un instant, tous ses employés sont à la rue. Sauf que ça fait une sacrée boule de neige. Toutes les institutions financières new-yorkaises prennent l'eau. Donc Lehman Brothers, c'est un lundi. Le jeudi, AIG est en faillite, la boîte où je travaille. Pour vous dire l'importance d'AIG à l'époque, AIG assure tous les avions de ligne, Boeing et Airbus. C'est-à-dire que le vendredi matin, si AIG avait fait faillite le jeudi, plus aucun avion ne décollait dans le monde. AIG assurait les soldats américains. Plus de sécurité sociale pour les soldats américains. Et surtout, AIG assurait pour certains titres américains, dont les subprimes, c'était assuré par AIG. Toutes les banques du monde étaient assurées par AIG, y compris les banques françaises. Donc AIG faisant faillite, toutes les banques françaises font faillite. Si toutes les banques françaises font faillite, ou d'autres pays, ou les américaines, etc., toutes les banques du monde font faillite. C'est ce qu'on appelle une crise systémique. Une crise systémique, c'est très simple. Il y a une crise systémique ce soir. Demain matin, il n'y a plus de monnaie. La monnaie a disparu. Il n'existe que les billets que vous avez dans la poche. Les comptes bancaires ont disparu, tout a disparu. Le gouvernement envoie l'armée dans les rues, un peu pour rétablir l'ordre, mais aussi pour faire de la distribution alimentaire. Les gens ne peuvent pas s'acheter à manger, même s'ils ont de l'argent. Donc évidemment, AIG a été sauvé. Et un matin de septembre, donc le vendredi matin en septembre, mon directeur général fait une réunion qu'il ne fait jamais. Il veut nous voir tous. On est prévenus une demi-heure avant. Il nous réunit, il dit en gros, vous devez être au courant de ce qui s'est passé hier. Ne vous inquiétez pas. Trop gros, nous sommes trop gros pour faire faillite. Too big to fail. Nous sommes en France, nous sommes rentables, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Les affaires continuent comme d'habitude, business as usual. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez reprendre votre travail.
Et là, moi, je suis très en colère. Très en colère. Parce que j'ai galéré pour avoir ce boulot. Je viens de changer de poste. Je suis plus au call, je suis à la comptabilité. Je fais ce que je sais faire, ce que j'aime faire. J'aime pas mal les chiffres. Enfin, bref, ça va être une galère aussi, mais je ne sais pas encore. Donc, je me rappelle de mes cours d'économie et je veux absolument savoir ce qui s'est passé. Donc, j'ai cherché, je me suis documenté. Et ça m'amène, en 5 minutes, à vous expliquer, non, mais vous essayez on va voir comment fonctionne, comment cette chose énorme a pu arriver. Est-ce que vous savez qui crée la monnaie? Les banques. Comment elles font? Oui, c'est exactement ça. Il y a un riche qui arrive, il a la carte Gold, et on lui dit on va lui prêter 10 millions. Donc on écrit que monsieur machin nous doit 10 millions. Et on verse sur son compte 10 millions. Mais on peut faire la même chose pour monsieur petit bourgeois cultivé comme moi. On fait la même chose. Monsieur petit bourgeois nous doit 1 million. Et on lui verse 1 million. Et on peut même le faire pour monsieur Prolo. Et les Américains ne vont pas se priver. Je vous dis pourquoi juste après. Lui, on ne lui prête que 100 000. Mais ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Donc ça marche aussi. Et donc après, ces crédits, une fois octroyés, vont être remboursés. Alors, les banques créent la monnaie, mais ils la détruisent aussi. Ça, je vais l'apprendre très tôt dans mon cursus, ma carrière. C'est que je vais faire du change, du transfert d'argent d'un pays à l'autre, France-Portugal. Et en fait, quand on fait un transfert d'argent, on détruit. À l'époque, on détruisait des francs pour créer des escudos. Les banques font tout le temps ça. Pareil, quand vous remboursez un crédit tous les mois, la partie de capital que vous remboursez, elle est détruite. Ça vient diminuer la dette, en fait. Sauf qu'il y a quelque chose d'autre qu'on rembourse quand on rembourse un emprunt. Les intérêts. Et les intérêts sont créés à jamais. Eux, ils ne sont pas détruits. C'est de la monnaie qui n'est pas détruite. Et c'est avec ces intérêts que les propriétaires des banques font leur beurre. C'est leur bénéfice, en fait. Donc ça met du temps. C'est quelque chose de relativement sûr, on va dire. Mais ça prend du temps. Donc, les banques ont inventé autre chose. Ils ont mis ensemble tous ces crédits, toutes ces choses. Ils les ont collés ensemble. Bon. Ils ont collé.
Ah zut, j'ai oublié le riche. Et bon, coller, ça suffit pas. Allez. On agrafe. Comme ça, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Et une fois collé, agrafé, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Et puis on va voir nos amis, les agences de notation, qui vont nous dire ce que ça vaut. Et vous savez qui rémunère les agences de notation? Les banques. Voilà. Donc ils vont être sympas, du coup. Donc ils vont dire que ça, c'est du triple A. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a de mieux. C'est du béton, c'est sûr. Puis il y en a plein. Les banques, elles en produisent, notamment aux États-Unis, elles en produisent des tonnes comme ça. En France et en Europe, quand on fait un crédit, on vous demande combien vous gagnez par mois. Et en fonction de ça, on calcule un maximum qu'on peut vous prêter. Les États-Unis, ils ne font pas ça. Ils demandent combien vaut la maison que vous achetez. Et en fonction de ce qu'elle vaut, on vous prête en conséquence, en vous disant que la maison, elle va, comme toujours, gagner de la valeur. Et donc, au pire, si vous ne pouvez pas rembourser, vous vendez la maison et vous remboursez le crédit. Sauf qu'il va se passer quelque chose en 2006-2007, c'est que, pour plein de raisons, le marché va se retourner, c'est-à-dire que les prix vont commencer à diminuer. Et donc, là, ça ne marche plus. Donc, ces choses-là ont automatiquement beaucoup moins de valeur. Mais en plus, ils ont collé, agrafé, mis tout ensemble. Donc, on ne sait plus ce qu'il y a là-dedans. Donc, au bout d'un moment, il y a des financiers qui vont dire ça vaut rien. C'est ce qui a provoqué l'effondrement. Et une fois que c'est commencé, il n'y a pas de retour parce que tout le monde vend. Dans un marché financier, ce n'est pas comme le marché du coin. Si tout le monde vend, la valeur des choses qui se changent, des titres, c'est zéro. Ça ne veut absolument plus rien. Pour éviter ça, eh ben les États se sont endettés, enfin c'est les États qui ont sauvé le système parce qu'ils n'avaient pas le choix. La crise systémique, c'est un Armageddon, c'est une bombe atomique, c'est tout ce que vous voulez, il faut l'éviter à tout prix. Donc ils ont sauvé les banques, mais le problème, c'est qu'ils ont fait ça sans aucune contrepartie. On n'a pas tiré les leçons de tout ça. Et même c'est pire, parce que je vous ai parlé d'une révolution tout à l'heure, mais il est bientôt temps de parler de moi. Là c'est une contre-révolution auquel on a droit. Puisque la finance a définitivement, en 2008, pris le pouvoir sur nos vies. Alors, je vais vous dire ce qu'a apporté la modeste révolution de 1974 au Portugal. Quelques petites choses, j'en ai fait la liste. La paix, l'indépendance des pays colonisés, la fin de l'isolement du pays, influence et prestige croissant du Portugal, amitié espagnole et Europe, réconciliation avec tous les peuples où l'influence du Portugal a été importante, dont le Grand Brésil, système de retraite pour tous, y compris pour ceux qui n'ont jamais cotisé, et il y en avait beaucoup, et beaucoup de femmes, système national de santé gratuit pour tous, éducation gratuite pour tous,
et accession de toutes les classes sociales à l'enseignement supérieur, programme d'alphabétisation des adultes, nationalisation des banques et des grandes entreprises, réforme agraire, liberté d'expression, presse libre, droit de manifester, fin de toute censure, droit des femmes, vote, égalité, emploi, éducation, contraception, avortement. Avortement, c'est un peu plus tard, mais ça arrivera quand même. Liberté d'association, parti politique, nouvelle constitution avec séparation. Voilà, je reviens sur la constitution portugaise. Nouvelle constitution avec séparation stricte des pouvoirs. Régime parlementaire à assemblée unique, pas de Sénat. Élection à la proportionnelle intégrale. Et enfin, il y a d'autres choses, mais cerise sur le gâteau, procureur de la République, et un procureur au niveau national, procureur général, et tribunal constitutionnel indépendant. Voilà, c'est pas mal. Donc, ça, c'est ce que donne la prise de pouvoir par le peuple, pour le peuple. Ou pour le peuple, par le peuple, comme on voudra. La seconde liste, c'est la prise de pouvoir par une oligarchie, une minorité, la finance, au profit de cette minorité, cette oligarchie. La création monétaire, qui devrait être une décision démocratique. La création monétaire est privatisée et au service de privilégiés profiteurs. Les décisions d'investissement sont orientées vers des objectifs ignorant le bien commun ou vers la production de choses inutiles. La 5G, par exemple. Les ressources nécessaires à l'éducation publique sont insuffisantes. Les ressources nécessaires à la politique de santé sont insuffisantes. Les ressources nécessaires à la justice sont insuffisantes. Je trouve inadmissible qu'on ait dû attendre 3 ans pour que Madame Cortot ait enfin ses droits. 3 ans, c'est beaucoup trop long. Une information sourcée, de qualité et non polluée par des puissances financières, on oublie. Une recherche scientifique épargnée par les objectifs économiques et financiers de court terme, on oublie. Aucune planification nécessaire à la prise en compte des contraintes écologiques n'est envisagée. Juste envisagée, c'est non. Interdiction de l'organisation d'une décroissance nécessaire, puisque celle-ci est incompatible avec la finance et le capitalisme lui-même. Et j'ose le dire, la survie de l'humanité est remise en cause à long terme. C'était 2008. 2009, le décès de mon père, remise en cause des primes. 2010, je déménage. J'habitais Saint-Denis. J'emménage dans un coin plus petit bourgeois, ça me correspondait plus. 2011, alors je ne travaille plus chez AIG. AIG a été vendu, pas tout, hein, peu importe, par petits morceaux, et le morceau pour lequel je travaillais a été racheté par une autre grande multinationale américaine aussi. Un esprit un peu différent, bref, je ne suis plus chez AIG. 2012, ouais. 2013, ça va un petit peu mieux. Ah si, 2013. Je vais me balader à Verdun. Et à Verdun, je me suis dit, ah, j'ai fait le truc de la Première Guerre mondiale. Moi, c'était un
c'était lourd, mais il faut que je fasse le truc de la deuxième ambiance. Donc je suis parti en Pologne en 2014. Donc j'ai beaucoup aimé Cracovie et puis j'ai visité Auschwitz. 2015. Alors, je vous le fais dans le désordre. J'emmène ma mère à Lourdes. Elle déteste, elle dit que c'est moins bien que Fatima. Et en remontant vers le nord, on passe par Rocamadour. Elle adore. Donc c'est cool. J'ai pas mal de kilos en trop. Et on me dit, il faut que tu fasses de l'exercice. Alors, le seul exercice que j'aime, c'est marcher. Donc, je vais faire de la randonnée. Et donc, je pars en randonnée. Putain, faut que je fasse vite. Je pars en randonnée, je vous la fais vite. J'en ai chié une demi-journée. Et puis après, je suis premier coup de foudre de ma vie. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, je suis foutu, ça dure une semaine. Bref, mais j'aurais du mal à en parler, puis j'ai pas le temps, et puis à la place, en fait, moi je lui ai écrit des poèmes, des trucs, enfin j'ai écrit, pas forcément à elle, des poèmes, des trucs, de la prose, de machin, mais je fais ça à chaque fois. Je fais ça à chaque fois. Et je l'ai fait notamment en 94-95. Et bien plus tard, j'ai écrit ce poème sur une journée particulière en 94. La plus belle journée de ma vie en fait. Et je vais vous lire ce poème. Alors c'est pas Sophia, hein, c'est moi. Les brumes de Sintra que Pessoa, en toute fin de son guide de voyage inachevé, cet hymne d'amour à Lisboa, les brumes de Sintra, ce voyage que j'avais rêvé, seulement un jour avec elle, je me souviens de nous, épaule contre épaule, dans le train de retour de Sintra comme elle, cœur épuisé, reposés simultanément épaule contre épaule, comme un songe de bonheur, je me souviens de la douceur et des fleurs, je me souviens des plantes et des arbres précieux. 100 000 ans, je me souviendrai sans regret et sans peur. 100 000 encore, je me souviendrai ce que j'ai vu dans ses yeux. 100 000 ans encore, je me souviendrai de ce jour sans égal, 100 000 de plus, et j'y retournerai enfin, sans mal. À Sintra, je trouverai les mots que Pessoa n'a pas su écrire. Le plus beau jour de ma vie a été celui-là, ce jour que j'ai enfin su écrire. Elle, le bonheur et Pessoa. Alors, on n'a pas su tirer les leçons de 2008, donc on a continué et on est toujours là-dedans, ça n'a pas changé. Il y a eu la crise de l'euro, le Portugal a été touché, la Grèce a vécu un enfer, aucune leçon n'a été tirée. Et moi, de mon côté, les 13 injonctions, est-ce que je les ai réalisées? M'élever de ma classe sociale. Oui, c'est sûr, mais je suis à fond pour la socialisation des moyens de production, donc moyens. Pour ce qui est de ne pas jamais être un esclave, moi je travaille pour une multinationale. Ah, c'est pas terrible.
Et pour ce qui est de l'amour, amour, l'amour, l'amour. Bref. Pour conclure, la révolution de 1974, c'est la révolution des œillets. Esclave, ça se dit esclave. Esclave, ça veut dire œillet. Voilà. C'était bien. Pour finir. Parce que un jour, comme Maya, on sera amené à désobéir. Ce jour-là, il ne savait pas faire une révolution, il ne savait pas ce que c'était. Mais nous, comme lui, on saura qu'il faut désobéir, qu'il sera nécessaire de désobéir. A Salgueiro Maia, aquele que na hora da vitória respeitou o vencido, aquele que deu tudo e não pediu a paga, aquele que na hora da ganância perdeu o apetite, aquele que ama os outros e por isso não colaborou com sua ignorância ou vício, aquele que foi fiel à palavra dada, à ideia tida, e como antes dele, mas também por ele, Pessoa disse. Merci.